Salut et bienvenue donc sur ce direct YouTube. Et on va pas parler aujourd'hui de perte de poids. Je sais que sur la chaîne, je parle beaucoup de perte de poids, mais on va plutôt parler de l'énergie et comment comprendre l'énergie. Alors, je ne sais pas si comprendre c'est le bon mot, mais en tout cas, j'aimerais te présenter quelqu'un aujourd'hui qui a vécu une expérience assez incroyable. Et puis, j'ai plutôt tendance à écouter les gens qui ont vécu des expériences plutôt que de lire des bouquins. Et c'est pour ça que j'avais envie de te présenter aujourd'hui quelqu'un que j'ai rencontré au Portugal lors d'un séminaire et qui va partager un peu son histoire aujourd'hui. Et peut-être, qui sait, qu'il aura des astuces au niveau de l'énergie pour t'aider aussi à perdre du poids et à ouvrir tes yeux pour voir le monde sous un autre angle. Donc, Kader, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Salut, salut Thierry, merci pour cette invitation, c'est cool. Ça me fait Ah oui. Ouais, ça va super. On a fait une petite introduction tout à l'heure et puis tu me donnais déjà pas mal de pépites, mais dans cette vidéo, j'aimerais juste peut-être que tu nous parles, si le cœur t'en dit, de ce qui t'est arrivé justement dans ta vie et de comment tu l'as surmonté, parce que je regardais encore une vidéo de toi sur YouTube, tu étais interviewé par une femme et je buvais tout ce que tu disais et je trouvais ça absolument extraordinaire parce que tout ce que tu exprimais et que tu avais vécu, je l'avais lu dans les bouquins. Je lis Joe Dispenza, des gens comme ça que je ne connais pas directement. Et quand j'ai un mec de Suisse qui habite à 2 pas de chez moi, qui a vécu cette expérience-là, je trouve assez dingue, assez incroyable. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé et puis nous donner un petit peu les astuces que tu as pratiquées pour marcher aujourd'hui? Alors, ouais, volontiers. Écoute, c'est simple. Moi, j'ai eu un accident il y a 5 ans maintenant. J'ai eu un grave accident de ski. Je faisais énormément de sport, beaucoup de sport extrême, beaucoup d'ultra distance, que ce soit dans le désert, que ce soit en montagne, d'ultra trail, des choses comme ça, de ski, enfin plein de sports. Plongée en apnée, parachutisme, tout ce que tu veux. Donc, Waouh! j'étais très en mouvement. Et puis voilà, sur une petite sortie de ski en rando, avec le chien, tranquillou. Bref, des trucs quand tu t'y attends le moins, finalement. Euh, je prends une mauvaise décision en une fraction de seconde. Et tout d'un coup, je me retrouve dans un endroit duquel je peux plus me sortir. Et dans une pente comme ça, hyper étroite, la montagne d'un côté, le ravin de l'autre. Enfin bref, avec des skis de compète, des skis de rando, de compète, donc ultra léger, une pente verglacée. Voilà, toutes les conditions pour vraiment te fracasser, quoi. Et Ah, là, c'est ce putain. que j'ai fait, et je l'ai fait méchamment, parce que j'allais tellement vite et j'adore la vitesse, hein, mais je t'assure que j'allais tellement vite que là, je me suis dit, purée, si en bas, ça tourne, je suis mort. Il faut que je trouve une solution. Et c'est vraiment comme ça, quoi. C'est fraction de seconde, je me suis dit, OK, tu vas, même si c'est hard, et, tu vois, je fais bien mes 100 kilos, et j'allais très vite. Je me suis dit, même si ça être un peu hard, c'est bon. Sauf que quand je suis arrivé contre la montagne, dès que les skis ont commencé à prendre le flanc de la montagne, écoute, j'allais tellement vite que je me suis vraiment craché, mais méchamment contre la montagne. Et du coup, j'ai rebondi, j'ai fait pas pour. C'est comme dans les films, tu sais, à la Matrix. What. Le truc de C'est dingue. vrai. Et j'ai atterri de l'autre côté. Heureusement, j'étais arrivé, j'ai à la fin du ravin, et il y avait un talus qui descendait assez pentu. Et j'atterris en fait de l'autre côté du chemin, sur la tête. Et j'ai atterri sur la tête et j'ai senti mon corps vriller, et j'ai senti mes cervicales se péter. C'est tac, tac, tac. Oh, Tu les putain. entends, tu vois. Tu te dis, oh putain. Et je me Merde. fracasse sur le côté et j'atterris, bam, sur le ventre, quoi. Et déjà, j'étais super étonné de ne pas avoir perdu conscience, tu sais. Euh, et je me souviens encore vraiment, j'étais à plat ventre. Et je me souviens que le maître dit, putain, là, tu t'es méchamment vautré, quoi.
Après, je me suis dit, ok, bon, je rigolais encore à ce moment-là, tu vois. Et après, je me suis dit, ok, check un petit peu comment ça se passe. Et j'essaye de bouger les mains, ça bouge pas. Oh J'essaye de putain. bouger les pieds, ça bouge pas. Fuck. Et là, je me suis dit, ouais, ok, là, c'est vraiment sérieux. Oh putain. Et heureusement, comme je te disais, j'avais pas perdu conscience et du coup, bah, j'ai pu appeler à l'aide, quoi. Et là encore, heureusement, à ce moment-là, il y avait des mecs qui montaient en ski de rando et ils étaient quatre ou cinq et ils m'ont entendu et ils sont venus à mon secours, quoi. Et c'était des montagnards, donc du coup, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu. Tout de suite, ils ont mis un périmètre de sécurité autour et puis ils ont appelé la réga, quoi. Donc j'ai eu le droit en plus à un petit tour en hélico. Oh putain, mais quelle horreur. Ouais, non, mais c'était, ouais, non, et en fait, là, ouais, voilà, quoi. J'avais les cervicales, plusieurs cervicales pétées, la première cervicale fracturée en trois endroits différents. Donc, les mecs, ils en revenaient pas, les toubibs n'en revenaient pas, quoi. Une seule fracture de la première cervicale, en général, c'est, voilà, les gens, ils restent, quoi. Vous en avez trois. Ok, c'était juste, merci, c'était juste pas mon heure. Parce que voilà, puis après, bon, après plusieurs fractures du sternum, et puis je te passe tout le reste, quoi. Mais ouais, voilà, méchante chute. Résultat des courses, on m'a expédié donc la Réga direction Fribourg, l'hôpital de Fribourg. C'était un dimanche soir. Hôpital de Fribourg, ils ont vu que c'était tellement grave. J'ai fait une IRM, enfin bref, tout ça là. Ils ont vu que c'était tellement grave, ils disent, nous, on ne garde pas. On ne sait pas s'il va passer la nuit et on n'est pas équipé pour. Donc, repris, rééquipé, remis dans l'hélico, direction Berne, donc l'hôpital de Lille à Berne. Et puis voilà, quoi. Et j'ai passé la nuit. Je me souviens, les infirmières m'avaient dit, écoutez, on n'a jamais vu un cas comme vous. C'est tellement grave ce que vous avez, mais ne vous faites pas opérer ce soir. Attendez demain parce que tous les professeurs seront là. Je dis, bon, bah, ok, je vais faire ça. Et, et j'ai passé la nuit et ils m'ont pris le lendemain en urgence, bien sûr. Et voilà. Quand, toi, tu entends tout ça, donc tu as tout l'environnement Ouais, qui je te suis dit, super non, conscient. mais t'es mort, quoi. Donc, tu n'as pas perdu, en fait, ta notion de cognitive. Oh, Heureusement, et honnêtement, j'étais complètement conscient de tout ce qui se passait, de tout ce qui se disait. J'avais toute ma tête. J'avais discussion avec le neurochir qui allait m'opérer le matin, tu vois, le matin même. Et bien sûr, tu vois, ils viennent, ils te préparent, ils te disent, ben voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on va faire, c'est très grave ce que vous avez. Il faut que vous soyez conscient que il se peut que vous ne sortiez pas de la salle d'opération. Enfin bref, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Et puis il m'expliquait, voilà. Et je disais, non, mais pour moi, c'est OK, ça va bien se passer. Puis il souriait comme ça en coin, et puis il me disait, non, mais c'est vraiment super grave ce que vous avez, c'est là, là, là. Et tu vois, comme je connais bien le corps humain, c'est quand même voilà. Déjà parce que déjà je me connais super bien parce que j'ai fait longtemps du sport de haut niveau, longtemps plein de disciplines différentes, donc je connais bien mon corps et la relation corps-esprit, ça me parlait déjà vachement beaucoup quoi. Donc quand il me disait tout ça, puis moi ce qui m'intéressait c'était ok, mais combien de temps ça va durer? Combien de temps je vais récupérer? La rééducation, ça va durer combien de temps? Ah, c'est ça qui m'intéressait, tu vois. Puis il me disait, non, on n'en est pas là. Il faut que vous soyez concentré sur là, c'est vraiment très, très dangereux, c'est vraiment si. Ça. Non, mais je me dis, mais ça va bien se passer, je suis OK avec ça. Non, mais il peut y avoir des complications. Vous savez, c'est très minutieux, la moelle épinière a été touchée, et si, ça. Je suis OK, mais ça va bien se passer. Puis voilà. Résultat des courses,
il est venu, bon, l'opération s'est déroulée, la première intervention s'est déroulée. Il est venu me voir le lendemain. Et voilà, il me dit, et puis il m'a juste confirmé ce que je savais déjà, que ça s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de complications, et puis qu'il était plutôt content de comment ça s'était déroulé, quoi, comment l'intervention s'était déroulée, quoi. Donc voilà. Donc là, encore une fois, quand tu pars avec un état d'esprit qui est, tu vois, qui est clair et que tu as confiance en toi et tout ça, bah forcément, ça agit sur ton système de guérison, quoi. Ça agit directement, je dirais même, sur ton système de guérison. Bon, ça, c'était un premier aspect. Par contre, là où c'était moins cool, c'est quand, juste après lui, les professeurs, directeurs de clinique et son adjoint sont pointés dans la chambre et m'ont dit, ben voilà, monsieur Freffard, alors première chose, vous avez de la chance d'être encore vivant parce que on n'y croyait pas. Et deuxième chose, c'est, écoutez, par contre, vous êtes tétraplégique, c'est-à-dire que vous êtes paralysé à partir de la 4e cervicale et vous resterez comme ça à vie. Ben non. Il me dit si, si. Et puis, commencez à vous faire directement tout de suite à votre nouvelle vie d'handicapé parce que ce sera plus facile pour vous. Oh là là. Ça calme, hein, ça calme. Et du coup, j'avais pas envie d'entendre ça en fait. Et non seulement j'avais pas envie d'entendre ça, mais surtout au plus profond de moi, je savais que c'était faux. Parce que j'avais une petite voix qui me disait non, c'est pas ça quoi. Non, tu vas remarcher. Non, tu vas refaire du sport. Et du coup, j'ai laissé l'information, tu vois, les informations qui me disaient, qui me donnaient, finalement, glisser sur moi, quoi. Je ne laissais pas avoir d'empreinte sur moi, tu vois. Et j'écoutais, mais en même temps, ça n'avait pas de prise sur moi. Et j'étais, mais persuadé à ce moment-là que je réussirais à remarcher et à refaire du sport. Je savais pas comment, je savais pas quand, je savais pas comment, rien, j'ai aucune idée. Et voilà quoi. Mais Et comment, voilà. comment tu fais la différence entre... bon, moi, je peux pas imaginer cette situation parce que ça m'est pas arrivé, mais si je me projette un petit peu, la différence entre le déni et puis l'intuition profonde que de toute façon, tu vas remarcher. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, tu sais, bon, il y a eu, il s'est passé des mois. Après, je me suis rééduqué. Je suis sorti rapidement. Au bout de 4 mois, je suis sorti, je marchais. Voilà. Alors qu'au début, j'avais pas de rééducation, j'avais rien du tout, parce que pour eux, c'était comme ça la vie, quoi. Quand ils ont vu que avec ça, j'avais commencé à réussir à faire bouger ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis que tout d'un coup, certaines parties de mon corps ont commencé à bouger. Là, ensuite, on m'a proposé d'aller en rééducation. Et puis, je suis parti dans la rééducation. Et puis voilà. Et puis après, il y avait le travail de rééducation qu'ils font avec la même chose avec tout le monde parce que c'est hyper protocolé. Et puis, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis comme ça. C'est surtout pas autrement. Et surtout, j'avais moi, en tant que préparateur physique, préparateur mental, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu sais faire? Utilise les outils que tu as. Tu faisais de la compète, tu faisais ci, tu faisais ça, tu utilisais ton mental pour dépasser ta douleur, pour fixer tes objectifs, pour aller jusqu'au bout, pour ci, pour ça, pour persévérer. Utilise tout ça, mais cette fois pour ta guérison, quoi. Et j'ai utilisé tout ça pour ma guérison. Et pour en revenir à ta question, des mois après, je suis parti en Inde parce que ma moelle épinière avait été touchée et j'avais un syndrome en plus rare et incurable, d'après eux.
Euh, et le truc, je t'assure, et le truc, c'est que en fait, quand tu me touchais comme ça, c'était une brûlure. Ok. Et c'était comme ça sur tout le corps. Donc, quand tu mets tes fringues, ça me brûlait à fond. Quand il faisait un peu froid, quand j'étais sous la douche, quand l'eau entre 33 et 38 degrés, je supportais l'eau entre 33 et 38 degrés. En dessous, ça me brûlait. Au-dessus, ça me brûlait, quoi. Donc, il y avait plein de trucs comme ça. Le système nerveux avait morflé à fond. Et, et voilà. Et j'étais à notre ville, où c'est des grands spécialistes de ce genre de choses, au centre des paraplégiques, là, les tétraplégiques, centre national des paras et des tétraplégiques. Et puis, voilà, ils m'ont fait tous leurs tests avec les lasers, les machins, tout ce que tu veux. Et voilà. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'y aller. J'aurais dit, OK, qu'est-ce que pouvez faire pour moi? Et dans votre cas, c'est tellement aigu et c'est incurable. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner de la morphine et puis des Neurontins, des Lyrica, des trucs comme ça, des produits qui vont calmer le système nerveux, quoi. Je dis OK. Et puis voilà. Et puis j'ai eu d'autres intuitions qui m'ont plutôt orienté sur le yoga. Et je suis parti dans une pratique du yoga. Mais vraiment, je suis sorti le 26 mai de la rééducation. Tout de suite après, quoi. Je me suis mis tout doucement à pratiquer du yoga, quoi. À Iyengar, dans un premier temps. Et puis, le 4 juillet, je suis parti en Italie pour faire un stage de yoga. Et c'était le début. Puis là, je commençais dans ce truc-là. Et, euh, et tout ça, d'où l'Inde. Excuse-moi de te couper, mais avant l'épisode de l'Inde j'attends avec impatience, comment en fait on réagit toute cette sphère de blouse blanche, de professeurs pour qui tu étais tétraplégique, quoi. Et quand ils ont vu que avec tes connaissances, avec ta foi, ou je sais pas comment on peut appeler ça, tu bougeais les doigts et qu'ils s'étaient trompés finalement. C'est quoi le retour que tu as eu de toute la stratosphère scientifique? Écoute, j'ai eu, c'était, comment dire, très mitigé. Le premier truc, c'est que les mecs comprennent pas. Donc, ils se trouvent devant un cas qu'ils ne comprennent pas. Et comme je suis quelqu'un qui pose énormément de questions, bah, ils étaient très embêtés avec moi. Parce que, voilà. Et, et eux, par contre, me posaient, enfin, en tout cas, le directeur de clinique, quand j'allais le voir, pour améliorer ça, comment on fait pour en arriver là? Ben, je dis, ben, je pratique la respiration, parce qu'en même temps, je méditais pas, je faisais rien avant ça. C'est quand je me suis retrouvé bloqué, prisonnier de mon corps, que tout d'un coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu fais maintenant, quoi? Comment tu gères ça? Comment tu règles ça? Et petit à petit, j'ai commencé, voilà, il y a des intuitions, des petits trucs, petits trucs qui me sont revenus. OK, tu gères la douleur avec la respiration. OK, tu gères ton mouvement avec la respiration aussi. Inspire, expire dans le mouvement, machin, tout ça. Tu vois, tous ces trucs que tu connais, hein, d'ailleurs, qui sont au final basiques, mais qui sont, quand on en est conscient, réellement conscient, méga puissants. Et, euh, et voilà, petit à petit, je lui dis, mais avec la respiration, puis je me suis mis à la méditation, et puis, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire méditer? Tu dis ça, tu vois. Et le mec, c'est des pointures internationales, les mecs, mais dans leur domaine, quoi. Sortis de ce domaine-là, tu vois, ça leur parle pas du tout, quoi. Ah, respiration, méditation, j'écoutais des mantras, tu vois, je me suis mis à plein de trucs comme ça. Et je demandais à ma copine de l'époque de me faire des recherches. Le son me parlait. Tu vois, le travail avec les fréquences, avec ci, avec ça. Je dis, OK, est-ce qu'il n'y a pas des fréquences particulières qui travaillent sur le système nerveux? Je lui ai demandé de me faire des recherches, tac, tac, tac. Et dès qu'elle me faisait écouter des trucs, dès que ça me parlait, OK, bam, je travaillais dessus, tu vois. Et voilà, petit à petit, tu vois, j'ai intégré des outils comme ça, ou des outils que je connaissais déjà, ou des outils que par intuition qui me sont venus et puis que j'ai intégrés dans ma rééducation, en fait. Tu vois?
Et aujourd'hui, c'est des outils que j'utilise avec mes clients dans différents domaines, que ce soit avec les clients, avec les personnes qui viennent, que j'aide dans tout ce qui est de l'aspect thérapeutique, on va dire, comme pour les personnes qui viennent pour et performance, et comme pour les personnes qui sont des entrepreneurs qui ont perdu, par exemple, leur, leur niveau le niveau de performance qu'ils avaient avant. Parce qu'il faut pas oublier, un entrepreneur, c'est comme un athlète, hein. C'est une bête de compète, parce que les mecs, ils ont tellement de choses à faire. T'es bien placé, t'es entrepreneur, t'es bien placé pour le savoir. On a tellement de choses à faire dans des domaines différents, on doit être de partout, et sur tous les plans, soit au niveau administratif, au niveau de tes compétences, des compétences propres de ton activité, des compétences sociales. Il faut être en contact avec les gens, il faut être, tu vois, plein de trucs comme ça. Et au bout d'un moment, bah, forcément, surtout quand tu es tout seul, bah, ça devient lourd. La famille, tu vois, le couple, on a tout ça à gérer finalement. Et voilà. Et c'est avec ces outils-là aussi que j'aide ces personnes-là. Parce que c'est simple, c'est facile à mettre en place et c'est méga puissant. Parce que tu as parlé de mantra et c'est vrai que, bon, moi j'ai voyagé en Inde aussi et j'avais pas la conscience de la puissance d'un mantra, de la vibration d'un mantra. Et quand j'étais à l'ashram, là, il y a on appelle ça le gourou, hein, ici c'est connoté négativement, mais là-bas ils appellent ça le gourou, qui te donne un mantra. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la puissance du mantra? Pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne, la répétition d'un mantra? Alors, un mantra, c'est puissant parce que c'est une vibration. C'est une vibration et comme nous sommes faits à plus de 80%, et dans certaines parties de notre corps, on est d'accord, à 95-98% d'eau, forcément, la vibration va avoir un impact puissant sur nous, sur notre corps, sur notre mental, sur tout ça. Et en fonction de la vibration que c'est, attention, ça va dans un sens comme dans l'autre aussi. C'est-à-dire, autant ça peut être super positif, autant si la vibration est négative, ça peut te nuire. Et là, les travaux de Emoto, Matsuru Emoto, tu sais, le scientifique japonais qui a démontré, tu te souviens de comment l'eau réagissait en fonction des fréquences. Donc, pour simple rappel, rapidement, il a fait écouter de la musique à certains bocaux d'eau, d'un côté du classique, quelque chose de sain, et de l'autre côté du hard rock, du métal, de tout ce que tu veux. Et ensuite, il a gelé l'eau et il a observé au microscope la structure de l'eau. Et c'est juste incroyable. Je conseille vraiment à tous ceux qui écoutent d'aller voir ça sur Internet. C'est juste incroyable la différence entre la structure de l'eau qui a écouté de la musique hard et celle qui a écouté de la musique classique ou en tout cas de la musique joyeuse. Voilà. Et quand on voit ça, en fait, il n'y a pas photo. Après, tu comprends comment le son, d'accord, la fréquence peut avoir un impact sur toi. Et ça, c'est valable pour un mantra, mais c'est valable pour ce qui sort de notre bouche, ce qu'on dit à l'autre. Tu vois? Et ce qu'on se dit à soi-même. Quand on passe son temps à se dire putain, fais chier, merde, non, tu vois, tous ces trucs-là, qu'est-ce que tu veux? Ça résonne en toi. C'est toi qui le dis en plus. Forcément. T'imagines l'impact que ça a sur ta structure, sur ta propre structure. Et quand en plus, tu éjectes ça à la face de quelqu'un, parce que tu es en colère ou parce que tu as emmerdé ou je ne sais pas quoi, t'imagines la puissance de l'émotion ajoutée à la fréquence, tu vois, que tu lui envoies, eh ben, voilà, quoi. C'est pas cool. Pour toi, parce que ça t'impacte aussi de toute façon, et bien sûr pour l'autre, quoi. Voilà.
Donc, la puissance du mantra, elle est liée vraiment à la fréquence et au fait de le répéter encore, 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 encore et encore. L'un de mes mantras, si tu veux, avant mon accident, c'était « tout est possible ». Avant mon accident, je me répétais que tout est possible. J'ai fait des activités, on me disait « Kader, c'est pas pour toi, t'es fou, t'as vu comme t'es taillé, tu vas pas courir 200 kilos en montagne, quoi. Tu vas pas courir 200 kilos en montagne. » Bah si. Kader, ouais, voilà. Kader, non, mais arrête, tu vas pas faire un Ironman, t'as vu comme t'es taillé, t'es fou. Bah si. Si je garde mon pouvoir de savoir si je suis capable de le faire ou pas. C'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire t'es pas capable. Non, je garde ce pouvoir. Tu vois? C'est ça le truc aussi. Mais moi, il y a une question qui me vient à l'esprit là que j'ai posée en Inde et je profite de te la poser à toi. C'est que durant ma jeunesse, 21, 29 ans, j'ai été très dans la performance, tu vois. Donc, j'ai suivi des séminaires de coach à succès qui te disent, tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ta vie, tu es capable de tout, tu peux faire ci, tu as le contrôle sur tout. Et puis en Inde, j'ai eu un autre son de cloche où le gourou a donné une histoire en disant, vous les Occidentaux, vous pensez avoir le contrôle sur tout. Mais en fait, c'est la vie qui a le contrôle sur toi, c'est la grâce divine qui décide pour toi. Par exemple, si tu veux planter une graine dans le sol, elle nous a dit ça tant que je me rappelle l'histoire. Elle dit oui, il y a le fait de choisir le bon moment. Donc, si tu plantes une graine l'hiver, ça va pas pousser. Si tu fais pas l'action de planter la graine dans la terre, il y a rien qui va pousser parce que tu n'as pas fait l'action de le faire. Et puis, si tu vas pas prendre soin de cette graine, elle va pas pousser. Mais au final, ce qui fait que la graine pousse, ils appellent ça la grâce divine, on peut l'appeler différemment. S'il n'y a pas cette grâce divine, tu as beau penser que tu as le contrôle sur tout, la graine ne va pas pousser. Comment tu peux expliquer ça, toi? Est-ce que ça s'explique? Je ne sais pas. Ouais, Mais il y a un truc, c'est vrai qu'il y a une question de timing. Et il y a un proverbe pour ça, même en Occident, hein. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Tu vois? Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Si c'est pas le moment, ça se fera pas. Tu peux déployer toute l'énergie que tu veux, utiliser tous les stratagèmes, et à l'inverse, quand c'est le moment, eh bien, comme par hasard, il y a des phénomènes de synchronicité. Tu rencontres les personnes qu'il faut, qui t'orientent peut-être vers d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mentor en Inde. Je suis parti, pour revenir sur l'Inde, j'étais parti pour 2 mois. Je me suis dit, OK, barre-toi, ils n'ont rien pour toi ici. Tout ce qu'ils ont, c'est des médocs. Va voir en Inde. Tu dois pouvoir trouver une solution qui va guérir ton système nerveux et guérir cette maladie, ce syndrome. Et je suis parti comme ça, je t'assure, quasiment du jour au lendemain. Je prenais de la morphine, je prenais plein de médocs. Et j'avais été voir mon médecin de la douleur. Et je lui dis, je vais partir en Inde, je vais trouver une solution pour mon syndrome. Et il était vachement ouvert. Il me dit, bah, OK, si vous le sentez comme ça, ouais, faites-le, allez-y. La méditation, c'est bien, et si, ça. OK. Il me fait, oh, bon, alors, il faudra que je vous fasse une ordonnance pour plus de médicaments. Vous pensez partir combien de temps? Je dis, non, non, pas de médicaments. Il me dit, ah, vous voulez pas prendre de médicaments? Ah ouais. Il dit, bon, bah, je vous fais un truc pour un sevrage pour la morphine et le reste. Je fais, non, non, c'est bon, c'est réglé. En fait, ce que je n'avais pas dit, c'est que 3 semaines avant, j'avais pris la décision parce qu'en fait, j'avais plus de cerveau. J'avais plus de cerveau. Avec les médocs, j'avais tellement la charge était tellement énorme, je te jure, j'avais plus de cerveau. J'oubliais, je posais mes clés quelque part, j'oubliais où je les avais posées. J'avais des trucs à faire, j'oubliais que j'avais des trucs à faire. Enfin, tout, quoi. Et j'étais tellement stressé, tout me stressait. Recevoir un courrier, ça me stressait. Avoir des rendez-vous,
dans la journée, 2 rendez-vous dans la journée, je te jure, pour aller prendre un verre et puis pour aller chez le kiné, chez le physio. C'était un stress énorme pour moi. Et j'étais tout le temps comme ça. Comment je fais comment Et j'ai pété un câble. Et je suis tombé en dépression pendant, je sais pas, 2 mois, peut-être 2, 3 mois. J'étais vraiment en dépression. J'étais en bas. J'étais en bas de chez en bas. Et à un moment donné, à force de pratiquer aussi le yoga et puis ça, à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai dit, OK, tu peux pas rester comme ça. Bouge. Arrête ces putains de médicaments. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté les médocs. La morphine, le machin. Je dis, à partir de maintenant, tu gères avec ta tronche. Tu as déjà fait tout le reste. Alors maintenant, tu peux faire ça aussi. Et je te jure, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté. Alors, je préconise pas ça, d'accord, aux gens de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. J'ai arrêté les médocs et j'ai géré avec ma tronche, quoi. J'ai géré avec mon mental. Et voilà. Il m'a fallu, j'ai rien senti parce que j'étais complètement OK avec ça, tu vois. Je savais que ça allait être un peu particulier la période de sevrage. Et comme j'étais complètement OK avec ça, eh ben, ça s'est très bien passé. Finalement, j'ai eu une semaine où c'était sur la fin de la semaine où c'était un petit peu space, tu vois. Les effets étaient un peu. Mais sinon, voilà quoi. Bref, donc j'avais plus besoin de médoc et je me suis dit, OK, maintenant tu te casses, va chercher une solution en Inde, quoi. Et je suis parti en Inde et j'ai débarqué. Je connaissais personne. J'ai débarqué dans un endroit que je connaissais absolument pas. Et voilà. Puis je me suis dit, OK, maintenant tu as une chambre, tu es dans un endroit que tu connais pas. J'ai débarqué à Goa. Je me suis dit, puis après, je me suis retrouvé dans le quartier d'Arambol. Donc, je me dis, OK, maintenant, on va pratiquer du yoga. Qu'est-ce que tu connais? Iyengar, forcément, c'est celui que j'avais pratiqué avant. Donc, je me suis dit, je vais commencer à chercher. J'ai commencé à chercher, mais il y en a des centaines. Tu sais, aujourd'hui, en Inde, tu vas dans n'importe quel truc, il y a des centaines d'écoles de yoga, de tous les styles, et il y a de tout et n'importe quoi. Et bah voilà, j'y suis allé, j'ai regardé, puis j'y suis allé au feeling. Je suis tombé sur. Écoute, je suis rentré là-dedans. J'ai fait la première semaine. On faisait 4 heures de yoga le matin. Et puis à partir de la deuxième semaine, en fait, je suis rentré dans un programme où c'était toute la journée. Et on commençait notre pratique à 5 heures du mat, notre pratique perso. Et ensuite, le cours commençait à 7h30. Il y avait un break entre 7h et 7h30. Et puis le cours commençait à 7h30 et ça faisait comme ça toute la journée, quoi. Donc j'ai pratiqué pendant des mois comme ça, quoi. Et après ça, je te disais, hein, je cherchais toujours, j'étais toujours en recherche, tu vois, en quête de cette solution. Je sais pas régler mon truc, comment je peux le régler, comment. Et tu sais pas comment ça se passe. Tout d'un coup, tu reçois par des personnes de la Suisse qui connaissent des gens en Inde, qui. Tout d'un coup, tu te retrouves avec un numéro de téléphone d'un gars qui est tout bib, tu sais. Et on te dit, bah, va voir ce gars, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour toi. Ouais, OK, il était à 1500 km de là. Je dis, OK, je vais lui passer un coup de fil, au revoir. Et je lui passe un coup de fil. Et il me dit, bah, OK, venez me voir. Bah ouais, t'as raison, j'ai 1500 kills à faire. Je C'est pas ça qui va m'arrêter. Et voilà, quoi. Et j'ai débarqué chez lui, je lui ai raconté mon histoire. Il me dit, il me dit, ah, c'est bien, vous avez travaillé, en gros, vous avez bien fait, quoi. C'est super. Et ouais. Et vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et là, il me sort le truc qui m'a tué, qui m'a scotché sur le moment. Il me dit, ben, en fait, moi, je travaille pas sur la maladie. Je travaille sur l'âme. What? Tu travailles sur l'âme? J'ai dit,
Et puis, bah, pareil, toujours cette intuition qui me disait, non, 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 écoute-le. Et en fait, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et je dis, OK, bon, je vais le suivre. Je dis, ben, OK, allons-y alors. Et je l'ai suivi comme ça. Et je t'assure, je suis resté 3 mois avec lui finalement. Euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'allais 2 heures le matin et 2 à 3 heures le soir. Et il m'enseignait. Il m'enseignait, il m'enseignait, il m'enseignait. C'est un neuroscientifique et il est Yogacharya. Yogacharya, il est docteur en philosophie yogique, entre autres. Wow. Et c'était génial parce que il m'a enseigné, il m'a transmis des choses incroyables. Et j'avais et l'aspect, il a su nourrir et mon mental, parce que je suis quelqu'un de très intellectuel, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin, tu vois, de comprendre, j'ai besoin de, tu vois, de vrai. Et donc, il a nourri mon mental avec tout l'aspect neuroscientifique, tu vois, enfin, toutes les informations du côté neurosciences, et en même temps, il m'a éduqué avec tout l'aspect traditionnel. Donc, la tradition yogique, le yoga, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et on a vu ensemble les Upanishads, on a vu ensemble les Yoga Sutras de Patanjali, on a vu ensemble, il m'a expliqué vraiment les trucs. Enfin, voilà, c'était juste génial avec tous les exercices et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est inconcevable pour moi de travailler uniquement sur la dimension physique, ou sur la dimension psychologique, ou sur la dimension émotionnelle. Mais c'est un ensemble. On est vraiment constitué, on est un ensemble systémique complexe, voire même compliqué certaines fois. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu touches quelque chose quelque part, ça interagit sur tous les autres aspects. Forcément, quand il t'arrive un truc sur le plan psycho, forcément, ça te touche émotionnellement, ça te touche psychologiquement, ça te touche énergétiquement, et à un moment donné, ça te touche aussi physiquement si tu ne fais rien. Et au niveau spirituel, je t'en parle pas. Donc, ça te touche vraiment à la verticalité de toutes ces couches-là, quoi. Ah ouais, mais je disais, c'est la verticalité de toutes ces couches-là. Quand tu vis quelque chose de bon comme de moins bon, c'est vraiment à la verticalité, ça impacte toutes ces couches. Spirituelles, énergétiques et psychologiques, bien sûr. Donc, tu ne peux pas travailler que sur un aspect. Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Et c'est comme ça que je prends en charge ma clientèle, sur toutes ces dimensions-là. On va voir là où ça pêche, on va nettoyer, et puis pour revenir en énergie, et puis une fois que l'énergie est là et que l'esprit est clair, eh bien là, tu peux programmer ton futur et comment tu y vas, quoi. Donc voilà. C'est facile. Et pour en revenir, vas-y. pardon, pour en revenir maintenant à ta question de tout à l'heure, je lui avais posé la question, je lui ai dit, comment je me suis posé la question quand j'étais dans mon lit et quand on m'a dit tu vas rester comme ça à vie, tu vas être tétraplégique à vie. Et j'ai eu un sursaut à l'intérieur de moi qui m'a dit non, c'est pas vrai. Et je lui ai posé la question, mais j'ai eu ce sursaut et je ne sais pas encore aujourd'hui si c'était de l'ego ou si c'était une voix intérieure, une partie à l'intérieur, en l'occurrence l'âme probablement, qui me disait, en fait, qui m'envoyait le message que ce serait pas ça, quoi. Et il m'a posé une question, on m'a dit ouais, je pourrais même plus te dire maintenant textuellement, mais en gros, c'était, ça venait d'où? Ça venait de là. Je disais, ça venait du ventre, quoi. Il me dit, ouais, ok, ça venait de l'intérieur. Alors, c'est pas ton ego. Donc, et en fait, c'est ça. C'est hyper subtil.
qui fait la différence entre est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est ta petite voix intérieure, celle qui te guide, tu sais, celle qui te dit ouais, c'est par là que tu dois aller. Et c'est hyper subtil. Mhm. Chez moi, par exemple, euh, cette voix intérieure, elle s'exprime avec vachement de douceur. Elle ne m'impose jamais rien. Tu vois, elle me dit va par là. Après, je l'écoute ou je l'écoute pas. En général, Mhm. je morfle quand je l'écoute pas. Ça, c'est clair. mais elle me dit va par là. Mais elle me le dit, tu vois, c'est hyper doux, c'est hyper, c'en est presque sensuel, tu vois. C'est, Mhm. et quand c'est mon ego qui parle et que c'est mon mental qui me dit fais ça, tu vois, écris. Je sens que la tonalité, tu vois, n'est pas pareille. C'est vachement subtil, mais c'est comme ça que moi aujourd'hui je fais la différence. Quand c'est mon ego qui parle ou quand c'est voilà ma petite voix intérieure, tu vois, qui s'exprime. Voilà. Bah, Encore une fois, on en revient à l'écoute, parce que pour avoir conscience de cette subtilité-là, encore faudrait-il l'écouter. Et c'est Exactement. vrai que moi, j'ai tendance, dans la vie, quand je suis beaucoup dans l'action, à être très dans le mental, dans l'ego, ou tu l'appelles comme ça, Ouais, et que ouais. dès que je calme un petit peu le truc, dès que je ne veux plus être performant, dès que je prends le temps d'être seul et de méditer, mais pendant quelques jours où je parle à personne, je retrouve cette subtilité-là. Donc, comment au quotidien, après, je te laisserai parce que je sais que tu as un rendez-vous tout à l'heure, comment au quotidien tu arrives à garder cette connexion avec cette subtilité-là? Alors, le truc, c'est le. Alors, pour moi, la première façon de garder cette connexion-là, c'est de créer un environnement dans lequel déjà tu peux l'entendre, cette petite voix. Parce que tu ne peux pas l'entendre quand tu es dans le mouvement. Tu ne peux pas l'entendre quand tu es dans le bruit du mental, parce que tu es sur l'ordinateur, parce que tu as le TOT au téléphone, parce que tu es sur Facebook, parce que tu es sur machin, parce que tu es. Tu vois, tu ne peux pas l'entendre quand tu es comme ça. La seule façon de l'entendre, c'est déjà de te mettre dans le silence, dans un environnement qui est silencieux. Et quand l'environnement autour de toi est silencieux, donc quand ton extérieur est silencieux, ensuite, Kader, tu apaises ta excuse-moi. respiration. Je Ah, suis désolé, ça a coupé. Tu disais, quand tu te retrouves dans un espace silencieux, quand l'extérieur devient silencieux, c'est là que, puis ça a coupé. c'est là que tu peux euh, créer, faire le silence à l'intérieur. Et pour ça, tu utilises la respiration pour apaiser ton mental. Tu apaises ton mental, tu vas calmer ton corps. Et donc, toutes les tensions vont relâcher. Tu vois. Et quand tout ça est fait, là, tu peux commencer à écouter. Euh, j'ai modélisé, tu sais, j'ai modélisé, parce que, bon, là, c'est le plus gros clash qui m'est arrivé, tu vois, cet accident-là, mais j'en ai eu d'autres avant, et plus ce qui m'est arrivé en compète et tout ça. Et, et, et j'ai modélisé, tu vois, je me suis posé la question, je me suis arrêté il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, je me suis arrêté pour me dire, OK, comment tu as fait pour traverser ça? Comment tu as fait pour t'en sortir, pour te sortir de ça? Comment tu as fait pour te sortir de ce truc émotionnel? Comment tu as fait pour te sortir de cet accident? Comment tu as fait? Tu vois? Et en fait, j'ai modélisé tout ça et j'ai créé une méthode en 7 étapes. Et c'est une méthode que j'ai appelée Pirate parce que son nom veut bien dire ce qu'il dit, parce qu'en plus c'est un acronyme. Et parce qu'en fait, tu dois hacker ton mental. Si tu veux faire ce que toi, tu as envie de faire, tu dois vraiment pirater ton mental. Tu ne dois pas le laisser faire. Tu ne dois pas le laisser aux commandes. Et le P, la première lettre de cette méthode, c'est P pour te poser. Tu vois, tu dois d'abord te poser pour pouvoir ensuite écouter.
Et quand tu commences à écouter, tu peux même peut-être aller un peu plus loin et identifier d'où ça vient. Tu vois ce qu'il y a derrière, le message qui est en train de venir ou ce que tu es en train d'entendre. Et j'aimerais juste faire aussi une petite parenthèse. Écouter, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est pas ce que je veux dire. Il faut faire la différence dans écouter. Il faut faire la différence entre se concentrer sur et ouvrir son attention. Tu vois, pour écouter, il faut surtout pas se concentrer sur. Parce qu'à partir du moment où tu te concentres sur quelque chose, voilà. À partir du moment où tu te concentres sur quelque chose, en fait, tu orientes ton attention sur un seul point et tu perds toutes ces informations-là. Tu vois? Alors que quand tu es attentif, eh bien, tu ouvres ton champ d'écoute. Et tu captes les informations qui viennent là, de partout. Tu vois? Alors que si tu es concentré, eh bien, tu fermes ton champ d'écoute à une toute petite zone. Donc, quand tu écoutes, en fait, tu dois rester attentif. Tu dois rester ouvert. Tu dois laisser l'information venir à toi. Écouter. Et ensuite, identifier. Voilà. Et le R, pas pour la méthode pirate, le R, c'est reconnaître. Reconnaître tes torts, reconnaître la situation, tu vois. Et tout ça, en fait, pour te libérer de ce qui te pollue, pour te libérer de ce qui te retient au passé, pour te libérer de ce qui te, de ce qui te pollue, de ce qui te retient au passé. Tout ça pourquoi ensuite, pour pouvoir accueillir, accepter la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et pouvoir te tourner vers l'avenir. Et c'est quand tu réussis à te tourner vers l'avenir, transformation. Ça me parle. Tu vas de l'avant, tu continues à aller de l'avant. Ça me parle, ça résonne énormément en moi ce que tu partages là. Ça me parle énormément parce qu'en Inde, dans les semaines que j'ai passées en Inde, on nous apprend à focaliser notre attention sur le mantra. On te donne un mantra et puis on te dit pendant 10 heures par jour, tu es assis en tailleur, tu focalises sur ton mantra. Et après, c'est là où je veux rebondir sur ce que tu dis là. Quand tu as le focus sur ton mantra, ça apaise ton mental, mais moi, ça m'empêchait en fait de recevoir de l'information. Donc, dès que j'avais mon esprit qui partait, et c'était bien qu'il partait parce qu'il me donnait des informations, je ne l'écoutais pas, je disais non, reviens sur le mantra. Et toi, ce que tu expliques là, c'est d'être focalisé pour calmer le mantra, le mental, avec ta respiration, et au bout d'un moment, de lâcher ce mantra pour être à l'écoute. C'est ça ou j'ai mal compris? Exact. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les pratiques, yogiques ou par exemple en vipassana, je ne sais pas si ça te parle, la méditation vipassana, voilà, c'est basé sur la respiration, c'est que de la méditation. Le premier truc qu'on t'apprend, c'est à prendre conscience pour occuper le mental. On te dit, OK, prends conscience du contact de l'air sur tes narines. Tu vois, pour occuper le mental. Et pendant ce temps-là, voilà, il se passe autre chose, à un autre niveau, à des niveaux plus subtils. Mais ton mental est occupé à écouter, en fait, le contact de l'air sur tes narines. Tu vois? Et donc, on te concentre pour en même temps à un autre. Et ça, c'est le premier cours, hein, le premier jour de ce processus. Alors, ça commence comme ça. Et ensuite, c'est l'inverse, c'est-à-dire on t'apprend à
Maintenant que tu sais te concentrer, on t'apprend à t'ouvrir et à accueillir, à laisser venir. Et pour avoir cette capacité d'accueil, il faut savoir aussi se concentrer. C'est paradoxal. C'est comme les deux faces d'une même pièce, en fait. Ouais. Concentration et attention. Il faut juste ne pas laisser la pièce toujours tourner du même côté. Tu vois. En fonction de ce que tu as à faire, tu dois pouvoir l'utiliser de telle ou de telle façon. Wow. Ouais, je pourrais parler avec toi encore des heures, mais je vais pas prendre trop de temps. C'est Et cool. bah, j'ai envie de prendre un coaching avec toi directement, là. C'est certain. On peut te trouver sur Internet. Tu as un site Ouais, web. j'ai un site web pour la France, pour la Suisse, pardon, qui est donc kader-institute avec un e.ch. Et puis j'ai un site parce que j'ai des clients sur Barcelone, j'ai des clients en France, un peu partout en France, j'ai des clients à Berlin. Donc je bouge pas mal aussi, j'aime bien ça, et je coach à distance en visio comme ça. Donc qui est kaderfrafar.com. Donc, Ok. Kader, Frafar, Frafar.com. Bah, Et là, de toute façon, au montage, je mettrai tous tes sites web que les gens puissent les voir. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo qui sera sur YouTube tous tes sites web. Et puis, je pense que les gens peuvent te contacter sur Facebook. Tu es assez actif sur Facebook ou pas trop? pas trop sur Facebook, enfin doucement, tu vois, je vais commencer à faire des vidéos j'ai une chaîne YouTube, j'ai monté une chaîne YouTube sur laquelle Ok, maintenant qu'il faut que je nourrisse, ok. qu'il faut que je nourrisse maintenant, c'est bien beau. Donc je vais donner plein de tips, plein de trucs comme ça sur des exercices, plein de choses comme ça, aussi en vidéo. Et Et puis probablement, je suis en train de regarder, je suis en train de travailler sur un projet. Tout ce que j'ai fait en Inde, il faut que je comprenne aussi d'un autre point de vue. Donc, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la DNR, j'ai fait plein de formations comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai mix tout ça. Et là, je suis en train de travailler sur un projet en fait qui est de faire des hypnoses, tu vois, des podcasts d'hypnose qui travaille sur telle thématique, tu vois, la confiance en soi, l'estime de soi, les croyances limitantes, enfin toutes ces choses-là, retrouver son pouvoir d'action, retrouver voilà son niveau de performance, toutes ces choses-là, travailler sur le conscient, le subconscient, et en même temps avec des fréquences particulières. Je te parlais de fréquences, on parlait de fréquences tout à l'heure, et bien avec des fréquences particulières qui aident en plus de la parole, qui aide vraiment le cerveau à se transformer. Et comme tu le sais, la neuroplasticité du cerveau fait que dès qu'il entend quelque chose, dès qu'il fait quelque chose de différent, eh bien, il change. Et c'est le but. Aider la personne à évoluer dans le sens qu'elle veut. Et que ce soit le moins dur possible, quoi. Ouais. Voilà. Bah, je pense que Donc, je vais travailler sur cette vidéo et je vais l'envoyer à un de mes clients qui a fait un AVC, qui aussi aurait dû être en chaise roulante et qui aujourd'hui marche, mais j'ai pas trouvé encore les moyens, les solutions de lui enlever ses douleurs. Il a des douleurs neurologiques dans le bras gauche. J'ai tout essayé ce que je connais à mon échelle et je pense que toi, tu pourrais lui apporter peut-être ce qui manque avec une autre vision, avec tous tes outils. Et je vais lui montrer cette vidéo. Et si ça lui parle, je pense qu'il va prendre contact avec toi. Et ouais, écoute, avec grand plaisir. Je te remercie infiniment. C'est top que tu lances des ouais. trucs comme ça. Mais on aura l'occasion de se revoir parce que Bah ouais, j'en suis y a... convaincu. Non, c'est génial. Je te remercie pour cette vidéo. Bah, tous les gens qui nous ont regardés Merci ou à qui nous toi. regardent actuellement, si vous avez aimé la vidéo, bah, partagez-la à des gens qui veulent sortir de certains traumatismes. Ça peut même marcher pour la perte de poids, vu qu'il n'y a pas de. Parce que je voulais parler de perte de poids, C'est mais quand tu m'as clair. raconté ton C'est clair. histoire, je voulais pas amener ce truc qui peut paraître un peu futile et qui pourtant peut Non, pourrir la vie de beaucoup de personnes, tu vois. exactement, exactement. Si tu me permets encore 2 petites minutes, puisque tu Oui, parles de perte moi de j'ai le poids, temps. J'ai le temps. ouais, quand j'étais en Inde, j'ai perdu énormément de poids. Énormément, vraiment.
Pas parce que j'avais un problème particulier avec mon poids, pas parce que je voulais perdre du poids. Et ça, je m'en suis aperçu qu'après coup. En fait, c'est parce que j'ai réglé les choses que j'avais à régler. J'ai éliminé le stress qui me polluait. J'ai, au niveau émotionnel, nettoyé ce que j'avais à nettoyer. Et du coup, ça n'avait plus d'emprise sur mon émotionnel, ça n'avait plus d'emprise sur mes comportements alimentaires, ça n'avait plus d'emprise sur mon stress qui génère du cortisol, enfin, tu connais toutes ces choses, et qui faisait que, voilà, j'étais plus, même très sportif, je faisais quand même 100 kilos. Et voilà. Et donc, j'ai fait aussi beaucoup de perte de poids à une époque, et tu as raison, c'est super important c'est un aspect qui est super important parce que, en fait, la première chose que tu vois dans le miroir, c'est toi, c'est ton corps, c'est ton visage, donc c'est super important. Ce que les gens voient de toi de l'extérieur quand ils te connaissent pas, c'est ton physique, en fait. Donc, oui, c'est important. Donc, oui, moi, je comprends complètement que les personnes aient envie de changer ça. Et la façon de changer ça, c'est surtout pas des régimes draconiens, c'est surtout pas non, c'est fini cette époque-là, ça c'était les années 80, 90, ça a fait son temps, basta. Si tu veux vraiment perdre du poids durablement, c'est ça, c'est une nouvelle hygiène de vie que tu instilles petit à petit, c'est une nouvelle hygiène de vie et une nouvelle hygiène là-dedans. Tu as dit une nouvelle hygiène de vie et une nouvelle hygiène là-dedans, tout en sachant que là-dedans est redirigé à là-dedans, les intestins. C'est clair. Tout est connecté, ouais. Bon, écoute, on va pas partir là-dessus, sinon on va faire encore 1 heure et tu as un rendez-vous à 13h30. Oh non, mais si tu es ouvert à un autre live, moi je suis open à 200%. Et si vous voulez retrouver Kader, retrouvez-le sur ses sites web. Moi, je mets les liens dans la description de cette vidéo. Je ne vais pas m'emporter parce que j'ai encore 1000 questions à te poser, mais on a passé 1 heure. Donc, je te remercie pour ton temps. Je sais que tu as du travail. Et puis j'espère à très bientôt. Avec plaisir. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler. C'est top. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec toi. Cool. Merci. Allez, merci à toi. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.